Et puis on sent progressivement une accélération, alors qu'il va monter jusqu'à peu près 3G, c'est le maximum qu'on puisse subir pendant le décollage, à peu près 3G. Mais ça dure, finalement, le lancement se passe très très vite, hein. La plupart du temps, en moins de 9 minutes, on arrive en orbite. Donc c'est vraiment une phase spectaculaire, mais très courte, finalement, par rapport à la durée totale de la mission. Et on est sonné ou on est dans quel état d'esprit? Non, on est surtout très, très excité au départ parce que c'est en général un moment que l'on a attendu depuis très longtemps, dont on a rêvé depuis très longtemps. Et puis quand le départ a lieu, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'aléas météo, hein. Donc quand le départ a lieu, on est surtout soulagé de finalement partir. Je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent nos deux astronautes aujourd'hui. Hmm. Expliquez-nous pourquoi vous nous dites qu'il y a 9 minutes pour atteindre l'orbite, et là on voit qu'ils vont s'arrimer à la Station spatiale internationale dans 19 heures. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors entre les deux, il va falloir qu'ils rattrapent la station, qu'ils fassent ce qu'on appelle un phasage, et ensuite qu'ils remontent leur orbite pour pouvoir effectuer l'approche finale et l'arrimage. Alors ça prend un certain temps. Le temps peut être raccourci, hein. Les Russes aujourd'hui ils le font en 6 heures, hein, donc c'est vraiment très court. Mais dans le cadre de ce vol d'essai, je pense que ça sera peut-être plus court dans l'avenir avec les vaisseaux de SpaceX, mais dans le cadre de ce vol d'essai, je crois qu'il faut aussi tester le vaisseau spatial, et donc je pense qu'ils veulent faire ça tranquillement, Hmm. disons. En quoi est-ce qu'il est très différent d'une capsule Apollo, ce vaisseau Crew Dragon? Alors, la capsule Apollo, elle était faite pour aller vers la Lune, hein, donc il y avait un lanceur beaucoup plus puissant, et puis bon, c'était une technologie des années 60. Ce qu'il faut voir, c'est que le vaisseau, le Crew Dragon de SpaceX, c'est vraiment le premier vaisseau spatial qui a été développé, si on peut dire, au XXIe siècle, hein. Donc il bénéficie de technologies qui n'existaient pas à l'époque d'Apollo, et les lanceurs aussi ont pas mal évolué depuis quelques décennies. Et lanceur, on le dit, réutilisable, tout comme d'ailleurs cette capsule, hein, Christine Chapelle, elle sera réutilisée un certain nombre de fois. Oui, mais alors là, on va aussi faire quand même pas mal de tests parce que on a vu avec la navette spatiale que le réutilisable, Hmm. ça a ses limites. Ça nécessite quand même S'il faut tout changer à énormément. chaque fois, Voilà, ça ouais. nécessite quand même énormément de maintenance pour être sûr que les astronautes n'ont aucun risque. Donc déjà, on va voir comment cette capsule-là va réagir au décollage et à l'atterrissage et au retour sur Terre. Après, elle sera scrutée, étudiée, et après, on verra ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, il y a pas encore... Effectivement, autant les moteurs, les boosters, ce qui permet à la fusée de s'arracher du sol, Hmm. ça, c'est réutilisable, et ça a déjà été utilisé des tas de fois d'ailleurs. Ça marche bien, c'est plutôt fiable. Pour ce qui est de la capsule, on va attendre encore un peu peut-être. Ouais. Léo Eyarts, qu'est-ce qu'on fait là-haut dans la Station spatiale internationale? Patrick Baudry, qui est toujours avec nous, nous disait, ça fait, bah oui, depuis Gagarine 61, ça fait près de 60 ans qu'on tourne là-haut. On y fait quoi? Alors, la Station spatiale internationale, c'est d'abord un laboratoire scientifique, hein. Donc, le but, enfin, depuis que le programme a commencé, le but de cette station, c'est de réaliser des expériences scientifiques à l'extérieur de l'atmosphère et en conditions de microgravité, d'apesanteur. Donc ce sont des choses qui peuvent être faites. Cette recherche, elle peut être faite en orbite basse. Il n'y a pas besoin d'aller vers la Lune ou plus loin pour faire ce genre de recherche. Et c'est en ça que la Station spatiale internationale est utile. Hmm. Alors, on exerce, enfin, dans la Station internationale, il y a aussi du développement technologique, hein, pour pouvoir préparer les technologies de demain qui nous permettront également de faire de l'exploration spatiale. Donc c'est à la fois un laboratoire scientifique et un banc d'essai technologique pour l'exploration future. Voilà, et on nous signale que la météo en altitude est bonne, hein, au-dessus du ciel de Canaveral, et on le voit bien, le ciel qui est en train de se dégager. Patrick Baudry, vous êtes encore avec nous. Comment vous voyez cet avenir qui se dessine? On sait que Donald Trump veut, par exemple, renvoyer des Américains marcher sur la Lune d'ici 2024. C'est possible pour vous? Oui, bien sûr, c'est possible. Ça fait 20 ans, hein, que les Américains disent depuis Obama et avant Obama, depuis Bush, que les Américains
ont pour projet de renvoyer des hommes sur la Lune. Et une femme, le premier homme qui marchera sur la Lune à l'avenir sera une femme, vraisemblablement. Et donc, voilà, donc il n'y a rien de nouveau sur ce plan-là. Ce qui est nouveau, ce qui est vraiment intéressant avec cette capsule Crew Dragon, c'est que vraiment la technologie est complètement nouvelle. Il faudrait imaginer une 4L des années 50 et une Tesla d'aujourd'hui. Et là, on peut imaginer le gap technologique qui est entre les deux. Alors, quand elle est rejoindre la station, bon, elle est là-haut, elle a coûté près de 200 milliards de dollars, ce qui est quelque chose d'inimaginable pour faire des choses aussi dérisoires, parce que Léopold nous a bien dit d'une manière très vague et très ampoulée, ce que j'appelle la langue de bois, si vous voulez, que c'est un laboratoire, que si ça. Mais enfin, ça fait quand même 30 ans que ce laboratoire fonctionne. On aimerait bien savoir ce qu'on y fait exactement, quel résultat exact on a ramené. Et donc, pour 200 milliards de dollars, à mon avis, on a pu faire beaucoup mieux, aller s'installer de manière définitive et permanente sur la Lune, où il y a des choses réellement intéressantes à faire, ce que l'on verra bientôt, peut-être pas de 2024, mais 25, 30, enfin, bientôt de toute façon. Donc s'installer de manière permanente sur la Lune, ça c'est un objectif vraiment ambitieux, important, et qui sera productif. Et puis bien sûr, aller poser le pied sur Mars, ça c'est le rêve d'Elon Musk. Heureusement que c'est le rêve d'Elon Musk, parce que si on attendait nos agences, on pourrait attendre longtemps. Et Trump ne sera plus président, je pense, quand il ira sur Mars. Donc, par contre, Elon Musk sera toujours là. Ouais. Et la volonté de tous et nos rêves, surtout. Ouais. Elon Musk qui veut aller jusqu'à, je crois, mettre Internet sur Mars. Hein. Il est complètement dans la conquête martienne. Il veut créer des colonies, il veut que des gens aillent s'installer là-bas et ils restent, ne reviennent pas sur Terre. Il a des très très grands projets. Lui-même a dit qu'il voulait mourir sur Mars et être enterré sur Mars. Il a des rêves complètement faux. Voilà, et on est à presque 10 minutes du lancement. On a vu les hommes, les astronautes en combinaison, là. Là aussi, ça paraît beaucoup plus simple que les combinaisons des années 60 ou 70 du programme Apollo. Alors oui, complètement. On est vraiment comme avec cette capsule dans l'ère au XXIe siècle. J'ai lu qu'il 6 ans de développement pour faire ces scaphandres, qui ne sont que des scaphandres, si je puis dire, intravéhiculaires, qui ne serviraient qu'à protéger en fait les astronautes en cas de dépressurisation de la cabine. Pas pour sortir. Mais pas pour sortir. En fait, ils pourraient effectuer un transfert de cabine à cabine dans le vide, mais pas rester très longtemps. Mais surtout, on voit en fait les efforts en matière d'ergonomie, enfin même dans les tissus, c'est très très impressionnant en fait. Il y a aussi une différence, c'est qu'à l'époque des missions Apollo, on ne connaissait pas encore très bien les effets de l'accélération de l'espace sur le corps humain. Aussi. Des radiations solaires, des rayons cosmiques. Il y avait encore beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Donc, les astronautes subissaient un entraînement physique. Tout le monde se souvient de ces centrifugeuses qu'on appelait des machines de torture. Bon, ça, ils ne le font plus vraiment beaucoup. Et on était vraiment dans la recherche sur l'effet de l'espace sur le corps humain. Maintenant, on en sait quand même un petit peu plus. On sait ce que subit un corps humain lors d'un décollage de fusée. Donc, on peut anticiper et prévoir des costumes un peu plus Par exemple, légers. on ne le sait peut-être pas, mais les 2 astronautes qui sont là, qui s'appellent Doug Hurley et Bob Behnken, ils ont pratiquement la cinquantaine chacun. Ils ont 49 ans pour Bob Behnken et 53 ans pour Doug Hurley. Parce qu'on n'en voit plus d'astronautes de 20 ans. Ça a on a appris des choses là-dessus. On n'a jamais vraiment envoyé des astronautes de 20 ans. On prenait quand même des gens qui avaient 35-40 ans, qui avaient une expérience, de pilote, qui avaient une expérience d'ingénieur, qui avaient un petit vécu quand même. Là, on a pris deux vieux routards qui ont déjà chacun 2 vols à leur actif. À bord de la navette spatiale, et Doug Hurley est donc le dernier pilote de la navette Atlantis, c'est tout un symbole, et ce sont 2 astronautes qui ont déjà une expérience du spatial, et qui sont tous les 2 mariés avec une astronaute d'ailleurs, donc on est dans l'espace de façon totalement familiale. Patrick Baudry, on se prépare combien de temps à l'avance pour une telle mission, et surtout avec toutes les inconnues dans une nouvelle fusée, une nouvelle capsule?
Oui, bien sûr, mais il faut être un professionnel d'un très bon niveau dans une spécialité, que ce soit pilote d'essai, que ce soit ingénieur, que ce soit dans la recherche, un chercheur ou voire médecin. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre le vaisseau spatial qu'on veut, bien sûr, à la perfection, d'avoir un fonctionnement en équipage parfait lui aussi. Tout ça, ça fait partie de l'entraînement et ça peut durer des années. Tout dépend aussi de la disponibilité des véhicules spatiaux, de la date du vol. On était français, on est toujours français avec Jean Chrétien quand on a été sélectionné en 1979. Et à cette époque, pour un Français, aller dans l'espace, c'était un rêve magique. Et parce que c'était encore la guerre froide, il y avait beaucoup d'incertitudes politiques, à laquelle incertitude politique s'ajoutait l'incertitude technique, météorologique, etc. Moi, j'ai eu plus de 10 reports, annulations de tirs. Donc, aujourd'hui, ils sont installés dans la capsule, ils vont partir, je touche du bois, ça, je pense, tout à l'heure. Et il faut bien comprendre, c'est une délivrance, comme le disait Léopold tout à l'heure. Le moment du tir, c'est une véritable délivrance. On attend ça depuis des années, de toute façon, au moins. Alors, certains 2-3 ans, d'autres 5-10 ans, voire plus. Donc, c'est vraiment un apostolat. Et quand ça part enfin, c'est génial. Et ça pousse immédiatement. La navette avait cette particularité, c'est qu'elle délivrait une poussée énorme d'une manière quasi instantanée, parce que c'était des fusées à poudre. La navette, c'est un engin extrêmement dangereux, extrêmement coûteux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains l'ont arrêté, ils auraient pu l'arrêter plus tôt. En revanche, voyager à bord de la navette, c'était le pied intégral. Vous avez 9 minutes d'accélération pour arriver à la vitesse de satellisation, qui est de l'ordre de 28 000 km/h. Pardon, mais pendant que vous parlez, on voit Donald Trump qui est arrivé à Cap Canaveral. Je ne sais pas si vous avez l'image avec nous et qui observe évidemment ce pas de tir. Le président américain qui était déjà venu mercredi, et puis qui avait dû s'envoler à nouveau parce qu'il n'avait il n'y avait pas eu de tir. Vous nous disiez, Christine Chapelle, d'ailleurs, c'est pas très bon quand il y a les présidents. En règle générale, c'est pas bon signe parce qu'ils ont un peu, je voudrais pas dire qu'ils portent la poisse, mais c'est aussi bien pour les Américains que pour les Français. Quand le chef de l'État se déplace, il y a plus de risques que le tir soit annulé. Bon, là, il reste 6 minutes. Ouais. Là, on pense, qu'est-ce qui pourrait annuler le tir, là, par exemple, à 6 minutes? Plein de choses. Je crois qu'on peut... Jean-François Clairvoy m'avait dit qu'il avait eu une annulation à moins 6 secondes. Du tir. Ça peut être un problème technique, un contacteur une alerte sur les ordinateurs qui dit attention, il y a un problème dans le réservoir d'oxygène liquide, il y a un problème dans un des réservoirs. Ça peut être effectivement la météo qui s'obscurcit. Bon, là, pour l'instant, il semblerait que la fenêtre reste claire, donc on a une petite chance. C'est ce qu'on nous dit, le ciel qui s'améliore au-dessus du pas de tir. Trump est un fervent défenseur du spatial, ou bien il a pris les choses un peu en route? Non, défense. En tout cas, ça fait partie de sa politique de Space Dominance. C'est toujours la vision américaine, qui est encore plus exacerbée avec la compétition américano-chinoise, parce que maintenant, c'est ce qui va probablement faire le moteur de cette conquête, de ce renouveau de la conquête spatiale. Et un tir comme celui d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans ce nouveau contexte. Ouais, et puis on le dit, Trump est en campagne aussi. C'est une image importante au moment où Minneapolis, par exemple, s'embrase et où des villes américaines sont en train de s'embraser avec beaucoup de violence. C'est pour ça qu'il a lancé un programme lunaire plutôt qu'un programme martien, parce qu'un programme lunaire, ça peut être fait en quelques années, donc ça peut être visible pendant son éventuel deuxième mandat. Ouais. Alors qu'un programme martien, ça prend encore quand même quelques décennies, et donc il ne sera plus président à ce moment-là. Allez, on est à 4 minutes de ce lancement. Ce qui est extraordinaire, on a vu des images juste avant, on voit la capsule se reposer sur Terre elle-même, c'est-à-dire tout est téléguidé, télécommandé. De toute façon, tout est piloté depuis le sol. Les astronautes peuvent prendre la main en cas de problème. Ça a quand même été prévu, si jamais il y a une défaillance technique, ils peuvent prendre la main et piloter le vaisseau, mais a priori, tout se fait du sol. Oui. Alors, on nous dit qu'un des bras là, va commencer à se retirer. On voit des petites fumées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La fumée, c'est l'oxygène liquide qui est maintenu à moins 250 degrés dans les
les réservoirs de carburant Oui. et qui s'échappent, dont les vapeurs s'échappent au contact de l'air ambiant, ça se réchauffe, donc ça crée toutes ces magnifiques fumerolles que vous voyez. Et la passerelle, c'était la passerelle d'accès pour accéder à l'intérieur de la Et on la capsule. laisse jusqu'au dernier moment, au cas Oui, où? parce que les Américains ont gardé un très mauvais souvenir d'un test qui était celui d'Apollo 1, où il y a eu un incendie qui s'est déclaré à bord, Ouais. et ils n'ont pas pu sauver les astronautes qui ont mort brûlés vifs. Et c'est dans la après ça capsule. qu'on a mis des boulons explosifs, notamment pour Voilà. faire sauter les portes rapidement. Donc, il faut, jusqu'au dernier moment, qu'on puisse avoir accès à la capsule. Ouais. Là, on est vraiment dans la toute dernière phase, à moins de 3 minutes maintenant de ce vol. La météo semble bonne, tout est paré là. Ah, Et on voit les Tout astronautes a dans l'air leur, de bien dans leur se préparer, capsule. effectivement. Tout a l'air go, comme ils disent. On est dans le... Tous les paramètres sont au go. On Regardez, espère que- l'image vient de disparaître, mais quand on voit l'intérieur de la capsule, quel changement par rapport à une capsule russe ou à une capsule Apollo. C'est-à-dire que tout est blanc, tout est immaculé, il y a quelques écrans, point, alors qu'avant c'était une forêt de Elon Musk a manomètres. toujours dit qu'il voulait faire de la science-fiction une réalité. Ouais. Donc il s'est un petit peu inspiré de tout ça. C'est pas pour rien d'ailleurs si le réalisateur Jon Favreau s'est inspiré d'Elon Musk pour créer le personnage d'Iron Man. Ouais. Le milliardaire Tony Stark, c'est complètement calqué sur Elon Musk, c'est-à-dire le milliardaire fou, futuriste, génial. On le rappelle, qui mais a un peu créé excentrique. PayPal, qui a créé Tesla, qui a créé SpaceX. Il a créé un nombre de sociétés considérables. Il a également travaille également sur l'Hyperloop, un TGV qui irait à 1200 km/h. Ouais. Il travaille sur l'intelligence artificielle, il a créé une fondation. Il a des projets dans C'est un sur des homme qui tunnels permet urbains, de mettre les rêves dans le concret, dans la réalité. Oui, et qui est très très défenseur de la planète. Il a d'ailleurs quitté, il avait été appelé comme conseiller de Donald Trump, mais il l'a quitté parce que quand Trump a quitté l'accord de Paris, il a dit non, moi je veux défendre Ouais. la planète. Donc toutes les solutions écologiques qu'il peut trouver, il essaye de les mettre en Alors, place. on est à 1 minute du décollage. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? A priori, là, tout est bon. Oui. Tout est bon. Il semblerait il peut y avoir encore quelques voyants qui peuvent virer au rouge, mais c'est très Le difficile. bras est en train apparemment de se séparer là, Oui. non? Oui. Le bras est en train de quitter la capsule. Le bras petit à petit se décale de la capsule et n'est plus relié avec elle. Voilà, comme ça, la fusée peut décoller de façon... Elle est donc totalement- auto-alimentée et jusqu'au dernier moment, Christine, en cas de problème, la capsule peut s'éjecter. Tout à fait. Dès le décollage, si dès les premières secondes du vol, ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils peuvent éjecter la capsule et elle peut retomber sur... Alors, normalement, on est à une dizaine de secondes du lancement, Peut-être 1 écouter le minute. décompte. On nous redit 1 minute, pardon, 1 minute, oui, 21h21, pardon. On va vous faire vivre, évidemment, ce décompte, ce compte à rebours en direct sur LCI. Petit signe d'apaisement des astronautes. Vous le disiez, ce sont des vieux routiers du spatial, Oui, ils sont oui, habitués oui, là. c'est leur 3e vol vers l'espace, donc toutes les manœuvres et toutes les phases du décollage, ils les connaissent bien. Voilà, et tout ça sous les yeux de Donald Trump, de l'Amérique, mais aussi du monde entier. Allez, on va laisser courir le direct et voir ce décollage en direct sur LCI. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, Stage one and with it propulsion is the nominal. ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage one propulsion is Impeccable, nominal. fusée de nouvelle génération, premier vol habité d'une fusée privée d'Elon Musk, et c'est ça la grosse différence par rapport à avant, avec un pari gigantesque de laisser à des partenaires privés le soin d'aller alimenter ce qu'on appelle les satellites et les stations en orbite basse, c'est-à-dire 400 km en gros à peu près, au-dessus oui. de la Terre, et de laisser ça au privé, alors que jusqu'à présent
moment, c'était les Russes avec les fusées Soyouz qui alimentaient cette station spatiale internationale, ce qui évidemment pour les Américains était un petit peu difficile à digérer, C'était on un petit peu l'imagine. vexant. C'était une grosse humiliation pour eux d'être depuis 9 ans sans moyen de transport personnel. Ouais. Et là, vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, c'est vrai que son instinct patriotique, là, il doit être... Et il n'a pas doit être regretté content. d'être venu Voilà. aujourd'hui en Floride. Patrick Baudry, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qu'on ressent là en ce moment dans la capsule? On sent beaucoup de bonheur, c'est le pied, dans tous les sens du terme, parce que l'accélération est relativement forte. Il y a un niveau de vibration très très important, un niveau de bruit aussi, on est protégé par le scaphandre qui nous permet la survie en cas d'éjection de la capsule. Et donc, c'est vraiment des minutes de bonheur absolu, quoi. Vous accélérez, vous passez Mach 1, Mach 2... Là, en ce moment, je n'ai pas le décompte, là, mais ils sont à peu près... On voit le moteur se détacher, hein. On voit le moteur ou le premier étage peut-être qui s'est détaché. C'est normal, ça. Ça fait partie de Christine, ça fait partie du... Ça fait partie de la configuration classique d'un vol. Les boosters vont se détacher, puis la deuxième partie du vaisseau, et finalement la capsule va voler toute seule. Je suis pas sûre que ce soit encore tout à fait détaché. Là, c'était un. Pardon ? Je pense que c'était plutôt des fumées qui étaient celles du décollage. Je crois pas que ce soit le premier étage se soit encore détaché. Ah bon, on est à 50 km d'altitude là, mais c'est une fusée quoi, 2, 3 étages ? Un étage plus la capsule en fait. Ah, plus la capsule, voilà. Contrairement à Apollo qui avait 3 étages. Il y avait 3 étages. C'est ça. Ah mais Apollo, c'était un monstre. C'était un monstre. 5, c'était jamais... Là, c'est une petite fusée qu'on voit là, la Falcon 9 ? Quelque part, oui. Si on la compare à la Saturne 5, voilà, là, il y a la séparation. Ah, la séparation. Et vous entendez que toute l'équipe applaudit, donc apparemment, tout se passe très bien. Et est-ce que les astronautes, là, ont la main sur quelque chose ou tout est automatique ? Pour l'instant, ils font que de la vérification. Mais ils peuvent prendre la main si jamais il y a un problème. Mais pour l'instant, c'est au sol que ça se fait. Eux vérifient quand même que les paramètres de la Terre sont bien conformes à ceux que eux ont. Oui. On va vérifier qu'il n'y a pas de décalage. Mais a priori, pour l'instant, tout se passe très bien. Vous voyez qu'ils utilisent... on les a vus toucher un peu le fameux C'est quand même écran assez tactile. extraordinaire parce qu'ils n'ont que les écrans devant eux. La capsule est pratiquement vide. Ouais. Ils n'ont plus de manche, il n'y a plus de... C'est presque comme une voiture autonome, quoi. Ils attendent que ça se passe pour arriver dans le design Tesla, sur leur orbite. C'est comme dans une Tesla, on pourrait dire. Mais de la même manière qu'on dit que plus tard, quand il y aura des véhicules autonomes, il faudra quand même que le conducteur garde un œil sur la route et garde la main, là c'est pareil, il faut qu'il garde un œil sur la route et sur les appareils pour vérifier que tout se passe. Patrick Baudry, est-ce que ça vous étonne cette capsule high-tech où on voit les astronautes contrôler des iPads et puis tout se déroule tout à fait normalement, quoi ? Oui, bien sûr, mais dans cette phase, si vous voulez, l'équipage n'intervient qu'en cas de problème grave. En cas de problème grave, la capsule se désolidarise de la fusée, qui est à plusieurs étages. Je le précise, tout à l'heure j'ai entendu mono-étage. Non, il faut bien comprendre qu'il y a un étage qui a été largué, etc. Donc les astronautes, ils sont prêts à réagir en cas de problème. Et l'avantage avec les nouvelles technologies, bien sûr, c'est qu'on a un écran, comme sur nos Airbus, tous les Airbus qu'on a développés. Et on n'a plus besoin de ces boutons, de ces manches... si vous voulez, par rapport au Soyouz qu'on utilise avec les Russes aujourd'hui, le Soyouz est un appareil d'une génération assez ancienne, puisque ça date des années 70. Et bien sûr, l'intérieur est complètement différent. On est environné de boutons, toutes sortes, de lumière, de voyants. Enfin, c'est un petit peu comme le Concorde. Le Concorde était un avion où il y avait une multitude de boutons, d'interrupteurs, de voyants de contrôle, etc. Et là, c'est vrai, pardonnez-moi, je vous coupe, mais quand on voit l'image de gauche, on a l'impression d'être dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout paraît si simple, même les combinaisons sont designées, on a l'impression que c'est ultra moderne.
c'est une question de décor, parce que les costumes sont modernes, les scaphandres de survie en cas de dépressurisation sont faits avec des matériaux, des espèces de tissus beaucoup plus résistants que les matériaux disponibles à cette époque. Donc tout ça, c'est du décor, mais ça ne change en rien le rôle de l'équipage. Si vous voulez, nous, on regarde comment se déroulent les choses, c'est des divergences, au sol aussi, ils sont en contact avec le sol, donc c'est exactement le même rôle et les mêmes fonctions que lors d'un tir sur la navette ou d'Apollo ou du Soyouz. C'est simplement, comme vous le dites, le décor qui est moderne, qui est vraiment de nos jours, et c'est quelque chose de ces images, très, très beau, quoi. Ils sont à plus de 200 km de la Terre et on voit ça en direct tout à fait normalement à la télévision. La grosse différence aussi, Patrick Baudry, c'est que tout ça est réutilisable. Tout ça est réutilisable. La cabine la capsule sera, je pense, certainement réutilisée après expertise et refurbishment. Et pour ce qui concerne la fusée Falcon 9, le premier étage qui va atterrir dans pas longtemps d'ailleurs sera également réutilisé. Et regardez ces de manière images à baisser les coûts. de la planète, hein, pendant que vous parlez, pardonnez-moi, mais on voit très bien se dessiner la Terre derrière les moteurs et derrière les étages. C'est quand même assez formidable. Oui, ils sont à peu près à 80 km, 90 km d'altitude, et donc on commence à bien discerner la rotondité de la Terre, et surtout cet isolement total de cette planète qui est majestueuse, qui est magnifique, sur le noir absolu de l'espace. À partir de, disons, 70-80 km, on commence à avoir cette vision qui est vraiment très très belle. Quand vous étiez, vous, dans votre vaisseau, on pense à quoi à ce moment-là? Ça y est, c'est fait, le rêve de ma vie qui s'accomplit? Oui, d'une part, enfin ça, on a le temps d'y penser avant, après, pendant, etc. Non, surtout pendant le lancement. Comme je vous l'ai dit, quand les moteurs s'allument enfin, c'est vraiment une délivrance, hein, c'est enfin on y va, alors que j'ai eu un certain nombre de reports d'annulation de tir. Et puis ensuite, on en profite, quoi, parce que ça accélère. On passe Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 10. Normalement, en Mirage, on s'arrête à Mach 2, si vous voulez. Donc ouais. là, vraiment, c'est le pied intégral. Ça continue à accélérer, donc on en profite. Ce sont des moments merveilleux, avec une accélération de plus en plus forte au fur et à mesure que le lanceur s'allège, c'est-à-dire consomme son carburant. Donc, ce sont des moments, je dirais, chaque seconde est importante. Il n'y a pas un moment particulier, sinon le moment de l'allumage, hein, où on s'arrache du sol. Et j'ai fait un enregistrement. Moi, j'avais amené un petit magnétophone en perruque, en cachette, dans mon scaphandre, dans la poche de mon scaphandre, et j'ai enregistré toutes mes impressions pendant le lancement. Et vous pouvez trouver ça sur YouTube. N'importe où, voilà. Et puis alors, vous pouvez entendre ce qu'on a vu pendant le lancement. On a vu une double image, puis ça vient de sauter. Christine Chapelle, ce qu'on a vu à droite, c'est le premier étage qui est en train de redescendre. qui est en train de redescendre et qui va atterrir lui-même de façon autonome. Qui va aller se poser sur la plateforme prévue à cet effet. Je crois qu'elle est en mer. Je ne sais pas si c'est sur terre ou en mer. Non, apparemment c'est la plateforme qui est en mer. Vous voyez là, ils sont prêts à l'attendre. Alors il a l'air de pleuvoir. Les caméras ont l'air d'être bien mouillées, donc ça peut éventuellement poser un petit problème quant à la stabilisation, parce que c'est la grosse difficulté, c'est pas de faire redescendre la fusée vers la Terre, mais c'est qu'elle arrive de façon stable et qu'elle ne tombe pas. Les premiers essais. Regardez ce qui a marqué. Bien sûr, je vous aime toujours, mais on a une rupture de signal. Ça semble être du Elon Musk. C'est le nom de la plateforme. Regardez, elle s'est reposée là. Voilà, ça y est. Sur l'image de gauche, c'est le premier étage qui s'est reposé automatiquement. Mais je crois que le nom de la plateforme, c'est Of Course I Still Love You. Ah d'accord. C'est le nom qu'ils ont donné à cette plateforme. Mais image quand même extraordinaire d'un premier étage qui vient se reposer au centre de la croix lui-même pour être réutilisé plus tard. C'est quand même magique. Parce qu'à chaque fois qu'on voit... Ils ont déjà réalisé une quarantaine de récupérations d'étages comme celui-là. Pardonnez-moi, mais quand on voit alors maintenant Ariane, qui est une simple fusée commerciale, on n'en est pas là, nous.
Ah bah, nous, on n'a jamais emporté d'humains. Voilà. Ouais. Nous n'avons emporté que du fret. Alors, certes, Ariane est une très belle réussite parce que c'est quand même Mais le rien n'est lanceur le plus réutilisable fiable. dessus. Ouais. Pour l'instant, rien. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'ils travaillent maintenant sur Ariane 6 et que là, l'avantage, si vous voulez, c'est que Elon Musk, quand il est arrivé, il a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière. Jusqu'à présent, c'était des agences gouvernementales, la NASA, l'ESA, Roscosmos, qui avaient des procédures. C'était l'administration, c'était bien lourd. Et donc, entre le moment où on disait, tiens, on va construire une nouvelle fusée, et le moment où elle décollait, il s'écoulait en moyenne entre 10 et 15 ans. Ouais. Maintenant, Elon Musk, il est arrivé, il a créé il a mis le système Je vais startup. vous dire, 2002, fondation de SpaceX. 2012, il a fallu 10 ans, premier arrimage d'une fusée Et sur la premier station décollage spatiale. en 2006, premier tir en Voilà, 2006. c'est Il quelque a chose raté, mais- d'extraordinaire. Parce que tout est dans le format start-up, tout est au même endroit. Les ingénieurs, les constructeurs, donc tout le monde se parle, tout le monde dit tiens, l'ingénieur va se dire tiens, le boulon, on va peut-être le déplacer de 20 cm, ce sera mieux. Il va descendre d'un étage, il va voir le type qui est en train de construire la fusée, et là, ils vont changer le boulon. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et donc, Elon Musk a obligé un peu toutes les grandes puissances spatiales à revoir leur pensée. Moi, je me souviens que Et à quand- simplifier. à simplifier, à être efficace. Quand il est arrivé, je me souviens avoir parlé avec des directeurs d'agences qui rigolaient gentiment, qui disaient bon bah c'est le milliardaire qui se fait plaisir, qui a gagné beaucoup d'argent et qui se envoyait C'est sa ses petites fusées. danseuse. C'est sa Ouais. danseuse. Ouais. Et puis bah la première fusée est partie, et puis la première fusée réutilisable est partie, et du coup ils ont commencé à se dire oh là Et là. c'est une réussite totale pour l'instant. Vous avez vu, c'est Patrick Baudry, ces hommes, hein, vous voyez l'image comme nous, dans leur scaphandre, ils se détendaient un peu, là, ils gigotaient un petit peu, ils attendent que ça se passe. Vous avez vu également le premier étage redescendre et puis aller atterrir immédiatement sur son pas de tir. C'est étonnant. Hein. Donc là, on a le vaisseau qui est... Oui, ça, c'est- La capsule vient d'être La capsule est en orbite, là. Oui, ils sont en orbite là maintenant. D'ailleurs, vous avez C'est entendu pas sur les- le deuxième étage, ils sont en orbite. Alors, pardonnez-moi, mais d'un point de vue télévisuel, qui prend cette image de la capsule ? Alors, notre ami Elon Musk étant avant tout un homme de médias, il met des petites caméras, des Ouais. petites caméras numériques extrêmement précises un peu partout. On se souvient quand il avait, il y a quelques années, envoyé sa voiture dans l'espace. Il avait envoyé une Tesla dans l'espace. Il y Un avait des roadster Tesla. ouais. il y avait des caméras partout. Et maintenant, c'est devenu, ça fait partie de la procédure maintenant de tous les décollages. Il y a des caméras à peu près partout. Pour le Ça prendre. sert pour les C'est important ingénieurs. de savoir ce qui se passe en fait. Hein. Si jamais il y a une défaillance quelconque, il faut voir d'où viennent les défaillances et ces caméras, ça aide en fait à... Mais c'est Regardez aussi, tout ça. pardonnez-moi, un spectacle télévisuel qui est Oui, retransmis mais dans le monde ça entier. fait là. partie d'un tout. En fait, Ouais. on parlait de la passerelle tout à l'heure, mais Musk a voulu que la passerelle pour accéder en fait au vaisseau soit à peu près équivalente à celle qu'on prend quand on va dans un aéronef. Parce que pour lui, il l'a répété en fait hier avant-hier, tout ce qu'il fait, c'est pour redonner en fait du rêve, pour que les gamins américains, comme il dit, puissent se réapproprier Ouais. ce rêve Il ne faut pas spatial. oublier et, aussi que Elon Musk a quelques rêves aussi de tourisme spatial. Absolument. Il veut envoyer des vols privés, il veut envoyer des Gagner touristes de l'argent l'espace. avec l'espace. Ouais. Et puis, il y a de la demande. Il y a des tas de gens sur cette planète qui sont prêts à payer le plus Le qu'ils ticket peuvent. d'entrée, c'était 20 millions de dollars hein, pour les Soyouz notamment. Oh, c'est plus que ça. C'est plus que ça je maintenant crois que c'est aux 75 alentours de- millions de Ah pardon, moi j'étais resté à 20 millions quand il y a eu quelques vols touristiques sur Soyouz au début. Alors après, il y a eu la proposition de Virgin Galactic de faire Ouais. des vols, mais là, c'est juste survoler un petit peu la courbure de la Terre et redescendre, où là, ça n'est plus, c'est du low cost, ça n'est que 200 000 $. Mais c'est vrai que l'ambition... C'est le du film- futur objectif. Et d'ailleurs, la station spatiale pourrait, en 2024, apparemment, les Américains veulent se désengager de l'ISS un petit peu pour justement construire une autre station autour de la Lune. Et la station pourrait à ce moment-là être remise entre les mains d'acteurs privés pour en faire une sorte d'hôtel. D'hôtel Et la spatial. première étape, c'est à la fin de l'année prochaine, parce que Axiom Space, justement, qui veut construire à partir de l'ISS une station privée, va affréter un vol commercial
avec une capsule Dragon. Patrick Baudry, vous êtes toujours avec nous, vous les voyez, ces astronautes, on a l'impression qu'ils sont en train de se détacher là, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, il commence la checklist de vérification des systèmes de bord, si vous voulez, en liaison avec le centre de contrôle pour vérifier que la capsule est pleinement opérationnelle, c'est-à-dire qu'aucun de ces systèmes de guidage ou autre moteur n'ait souffert pendant le lancement, qui est quand même assez... Il y a un niveau de vibration assez important, plus l'accélération. Donc, après avoir fait les vérifications, ce qui leur prendra à peu près 20 minutes, 30 minutes, le temps d'aller de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, eh bien, le Crew Dragon sera déclaré apte au vol, en état parfait, et là, ils commenceront leur mission spatiale, leur mission d'essai, comme l'a rappelé Léopold Deyart tout à l'heure, leur vraie mission. La mission commencera. Pour l'instant, ils vérifient le vaisseau spatial pour être certain qu'il n'a pas souffert pendant le lancement. Ouais. À partir de quand est-ce qu'on commence à se sentir plus léger? Ça va très vite? Ah ben là, normalement, là, il est interdit dans la procédure, on ne se détache pas. Je vous avoue, moi, quand on est arrivé à ce stade, je me suis détaché et j'étais regarder la Terre. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Et puis, il ne peut rien se passer, si vous voulez. Hein. Personne ne va entrer. Vous pouvez... Enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Vous êtes un projectile dans l'espace. Ce qu'il faut bien comprendre, un lanceur, c'est un système, c'est donc une fusée, qui permet d'accélérer un mobile, la capsule en l'occurrence, jusqu'à une vitesse qui lui permet d'être satellisé autour de la Terre. Une fois que vous êtes satellisé, vous êtes un projectile, hein, il ne peut rien se passer, donc vous pouvez rester attaché si vous voulez, mais enfin vous pouvez aussi commencer à prendre vos aises, aller regarder un petit peu la Terre, tout en faisant les checklists de contrôle des différentes choses. Ouais. Est-ce que c'est j'allais dire, une mauvaise nouvelle ce qui vient de se passer sous nos yeux là, c'est-à-dire que les États-Unis ont repris le contrôle de leurs vols spatiaux et n'ont plus à passer par les Russes. L'Amérique est à nouveau autonome technologiquement. Oui, c'est vrai, mais enfin, les Américains n'avaient quand même rien à prouver. Tout le monde savait qu'ils étaient parfaitement capables d'envoyer des hommes dans l'espace. Ils l'ont fait, ils nous ont envoyés sur la Lune. Non, ce qui est important dans ce vol, c'est de comprendre qu'on change d'époque. Et tout à l'heure, vous parliez des patrons des agences à une certaine époque où Elon Musk commençait à s'affirmer, où il traitait Elon Musk avec mépris, arrogance et vraiment d'une manière pas très noble, disons. Elon Musk leur a prouvé qu'on pouvait aller plus vite, faire mieux, etc., avec des budgets plus restreints. Donc là, on voit vraiment le début de notre époque. En ce qui concerne les États-Unis, la grande question, c'est est-ce qu'ils vont continuer la concurrence vis-à-vis des Chinois qui, eux, ont pour objectif d'aller s'installer sur la Lune. Les États-Unis, j'en suis persuadé, veulent aller s'installer sur la Lune avant les Chinois. Nous, on rêve tous, nous, quand je parle de nous, nous autres, hein, public et puis astronautes, la communauté humaine, si vous voulez, on rêve qu'il y ait une coopération réelle entre les grandes nations spatiales que sont la Chine, les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Et voilà, mais est-ce qu'on le verra? Je ne sais pas. Ouais. Vu les relations sino-américaines, ça paraît quand même mal parti. L'avenir pour vous, c'est vraiment la conquête de Mars, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis, j'allais dire, depuis le début de la conquête spatiale, mais ça paraît si compliqué, si difficile. C'est pas compliqué et difficile, ça demande simplement de le décider et ensuite de le faire. C'est parce que c'est compliqué et difficile qu'il faut le faire. Donc déjà, c'est la première raison qui devrait amener la décision. Il n'y a pas eu de décision. En 85, on pensait être à nouveau sur la Lune, mais de manière permanente, pour exploiter les ressources lunaires en 2000, 2005, de toute façon en 2010. Et poser le pied sur Mars avant 2020. On est en 2020, il ne s'est rien passé tout cela. Donc ça va maintenant enfin débuter. On va oublier cette station, enfin cet ensemble de bidons. Moi, je serais très heureux quand elle servira d'hôtel spatial. Enfin, elle servira à quelque chose. Et au moins, et la plus belle expérience pour un être humain, c'est d'être dans l'espace, à l'extérieur de la Terre, et avoir ce privilège d'observer sa propre planète de cette manière. C'est quelque chose sur le plan humain qui est irremplaçable. C'est une expérience fantastique et un choc très grand.
Donc là, enfin, la station servira à quelque chose. Mais les professionnels, eux, ils iront sur la Lune, ils exploiteront les ressources lunaires, scientifiques, notamment en observant l'univers depuis la face cachée de la Lune. Là, on ira beaucoup plus loin qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, aller poser le pied sur Mars et puis revenir sur Terre. Ce qui est aussi l'essentiel du challenge en allant sur Mars, c'est d'être capable de revenir sur Terre sain et sauf. À chaque fois, c'est 6 mois de voyage, hein, ou à peu près. Oui, le vol martien, dans la meilleure des conjonctures de position de la Terre et de Mars, c'est 1 an et demi, 6 mois pour y aller. Si on reste 6 mois pour attendre la fenêtre suivante, on ne peut pas attendre moins. Hein. La fenêtre suivante, elle se présentera que 6 mois plus tard. Et donc 6 mois pour revenir sur Terre. Si on rate la fenêtre, le voyage peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Il y a un positionnement de Mars par rapport à la Terre très précis qui seul nous permettra d'aller sur Mars en 6 mois aux vitesses qu'on utilise actuellement, hein, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de kilomètres/heure, ce qui est ridicule bien sûr, mais enfin c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Christine Chapelle, Elon Musk a aussi réussi à baisser le coût drastiquement du kilo mis en orbite dans l'espace, parce que quand on parle de 3 milliards de dollars donnés par la NASA pour arriver à cette expérience, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on payait avant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là où les choses sont un petit peu différentes, parce que en signant ce contrat avec la NASA, Elon Musk est devenu partenaire de la NASA et donc bénéficie de la priorité sur tous les tirs institutionnels du gouvernement américain, c'est-à-dire principalement les satellites militaires et scientifiques. Et cela, il les facture plein pot. Ouais. Du coup, comme il a ce fonds de roulement... C'est un industriel aussi. C'est un industriel, c'est un homme d'affaires. Donc justement, parce qu'il a ce fonds de roulement qui lui permet de gagner de l'argent, il peut se permettre pour les vols privés de baisser un peu les tarifs. Et d'ailleurs, Stéphane Israël, le président d'Arianespace, il y a 2 ans, avait poussé un petit coup de gueule auprès de la Commission européenne en disant « Arrêtez d'envoyer vos satellites militaires ou scientifiques à bord de fusées russes, envoyez-les avec des Ariane. Donnez-nous la priorité, donnez la priorité à la fusée européenne, parce que c'est pas, sinon on n'est pas compétitif. » Alors, Donald Trump est sur place, le président américain qui, lors du lancement, a jugé le décollage incroyable, de vrai génie. Personne ne fait cela comme nous, a-t-il estimé. L'une des choses les plus importantes que nous ayons jamais faites, dit-il. Là, on est vraiment dans l'America First. Hein. Tout ce que fait Trump est forcément mieux que ses prédécesseurs. Et encore une fois, il est en réélection en ce moment même et en compétition totale avec la Chine. Et ça aussi, ce sont des images importantes pour lui. D'autant plus qu'on parlait tout à l'heure du retour vers la Lune. D'un point de vue droit international, la Lune n'appartient à personne. Aucun État ne peut revendiquer la propriété de la Lune. Mais ce sont quand même les Américains qui sont posés les premiers dessus. Et Trump a commencé à vouloir retourner vers la Lune, c'est quand il a entendu que les Chinois étaient prêts à y aller, et que là, il s'est dit j'aimerais mieux que quand ils arrivent, ils nous trouvent sur place, qui ne considèrent pas le terrain comme acquis. Je crois que Philippe Coué, qui connaît très bien le spatial chinois, peut nous en parler. Oui, complètement. Et puis, donc la Chine veut aller sur la Lune et s'installer. Il ne cesse de dire aux Américains, vous y êtes passés, nous, on va rester. Et je voudrais en fait aussi rappeler... Ils ont fait pousser des laitues sur la Lune, les Chinois. Pas encore, mais... Pas encore ? Ah bon, je croyais que c'était fait. Mais ce que je voulais rappeler, il y a eu lundi dernier, donc c'est encore très récent, une rencontre entre Vladimir Poutine et puis Xi Jinping, où ils ont décidé en fait de mutualiser leurs moyens astronautiques pour créer sur la Lune 2 bases lunaires, où Chinois et Russes vont s'entendre pour cet objectif-là. Donc on voit bien dans quel contexte on est en train de s'orienter. Chinois et Russes d'un côté, Américains de l'autre. C'est apparemment ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, les Américains envisagent plutôt de créer une deuxième station en orbite autour de la Lune, le Gateway, et qui ferait des allers-retours vers le sol. Ça, ce sera la première étape. Après,
peut-être qu'il y aura effectivement des modules sur la Lune. Mais Le alors, problème- j'allais vous dire, la Lune, pourquoi faire? On l'a quittée dans les années 70 parce qu'on s'est Mais aperçu que parce ça qu'on sait coûtait très beaucoup cher. plus de choses maintenant. Ouais. Parce qu'il faut quand même pas oublier le contexte. Dans les années 60, c'était la course à l'espace avec les Russes. Donc le but, c'était de battre les Russes. Bon, une fois que les Américains sont arrivés sur la Lune, bon, ils étaient contents, ils étaient les premiers. Ils ont fait un petit peu de science, histoire de dire qu'ils n'étaient pas venus pour rien. Mais globalement, à part poser quelques capteurs et prendre des échantillons, ils n'ont pas fait grand-chose. Tout ce qu'on a appris de la composition de la Lune, de sa structure interne, de ses ressources, c'est venu après, avec tous les vols robotisés, toutes les capsules automatiques qu'on a envoyées vers la Lune. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y avait de l'eau. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il y avait différents métaux, comme les terres rares, qui pourraient être très utiles pour les batteries de nos smartphones. Donc, il y en a qui rêvent d'exploitation minière de la Lune. Il y a ce mythique hélium 4, qui pourrait être... Hélium 3, pardon, merci Philippe, qui pourrait être une source d'énergie assez intéressante. Faire une espèce de station-service pour Voilà. les fusées pour aller plus loin encore. Et Donc, pourquoi pas Mars? il y a plein de projets. Donc, du coup, maintenant, on se dit, on a 50 ans au passé, notre technologie a avancé, on en sait beaucoup plus sur la composition de la Lune et sur ce qu'on peut y faire. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'y retourner, et d'y retourner pour vraiment faire quelque chose, pas juste pour planter un drapeau. La Chine considère que la puissance dominante au XXIe siècle sera celle qui saura intégrer dans son économie la gestion en fait d'un corps céleste, en l'occurrence la Lune. Et il y a eu en fait un certain nombre de colloques en Chine pour en fait élaborer une sorte de zone économique Terre-Lune. Donc la Chine a vraiment un programme à long terme d'exploration automatique, d'exploration habitée et pour s'y installer, pour la science, pour en fait... Mais on n'est plus dans la propagande pure, là. On n'est plus dans la com. On est vraiment à aller plus loin, il y aura l'exploitation toujours de un l'espace. aspect en fait géopolitique, c'est absolument fondamental. Ouais. Il y a une rivalité, Quelque part, il y c'est a ce qui nous fait un avancer. positionnement, il y a une image en fait à construire d'une puissance chinoise, peut-être d'un retour aussi de la Russie aux premières loges. Mais il y a bien une volonté chinoise d'investir la Lune. Et c'est ce qui a, à mon avis, accéléré côté américain le retour vers la Lune. Patrick Baudry, vous êtes toujours avec nous. On va se quitter dans peu de temps, mais il va se passer 19 heures maintenant avant que les astronautes dans la capsule s'arriment à la Station spatiale internationale. Qu'est-ce qu'ils vont faire là pendant ces 19 heures? Je vous dis ça tout de suite, mais si je peux revenir sur la géopolitique, Ouais. Poutine semblait se désintéresser un petit peu des vols spatiaux à côté, parce qu'en fait, il ne se passait rien. Poutine est quelqu'un d'intelligent, il a compris que cette station, c'était une occasion pour eux de rassembler quelques millions de dollars de temps en temps, et un point, c'est tout. Maintenant, les choses vont devenir à nouveau excitantes. Donc, ils se rapprochent de la Chine, bien sûr. Ils ont des technologies qui sont aujourd'hui assez proches, et ils ont compris que à eux deux, ils pourraient effectivement non pas menacer les Américains, mais être des réels concurrents des Américains. Donc, c'est intéressant vraiment de suivre tout ce qui va se produire. Mais les Chinois, eux, ont annoncé depuis fort longtemps que leur objectif était la Lune. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Qu'ils le fassent d'une manière encore plus puissante, mieux organisée avec les Russes, ça sera quelque chose de passionnant. Et on verra comment les Américains vont réagir. Heureusement, les Américains ont un visionnaire comme Elon Musk, parce que à chaque fois que j'entends parler d'Elon Musk comme le milliardaire Elon Musk, ça me fait sourire. En fait, c'est le visionnaire Elon Musk. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, tant qu'il y aura des gens de cette trempe, les dés seront sans arrêt relancés et les choses seront passionnantes. On va enfin avancer. Ça va être génial. Alors, Voilà. pour répondre à votre question, Oui, d'un mot, hein, quelques en ce secondes. moment, oui, simplement en ce moment, je l'ai dit, ils ont vérifié les systèmes principaux de la capsule. Et maintenant, je pense qu'ils sont sur le point d'avoir le go de Houston, parce que le centre de contrôle est à Houston. Le centre de lancement est à Kennedy Space Center, Cap Canaveral, mais le contrôle se fait depuis Houston. Et ils vont donc commencer la mission, la préparation de se mettre sur l'orbite. Parce que là, ils sont sur une orbite qui est encore une orbite de transfert. Ils vont rallumer le moteur de Crew Dragon pour aller sur l'orbite
nominale, leur première orbite de travail. Voilà. Et tout ensuite, ça pendant un certain nombre de temps. Pardon, je suis obligé de vous couper, mais parce que nous allons retransmettre à nouveau, repasser ce lancement, laissant vivre. Hein, vous êtes sur LCI en direct sur ce retour des Américains dans des missions habitées avec des astronautes. Et puis on va se retrouver juste après avec Julie Hamet pour le journal de 22h. Merci à Christine Chapelle et à Philippe Coué. À tout de suite. 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Falcon stage separation confirmed. Copy 2 Alpha. MVAC ignition. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Stage 2 propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cut off at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the call out to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard almost to Canada. Things looking good, though, getting good call-outs, nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Dragon SpaceX nominal trajectory. Acquisition of signal in Bermuda. SpaceX Dragon nominal trajectory. C'était votre programme avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. Redonnez du souffle à votre activité. C'était votre programme avec Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.